d'Idriss Lahore, et effectivement, les choses s'éclairent d'une autre manière. Et donc, j'étais très contente ce matin de me dire que j'allais partager avec vous sur ce vaste sujet que nous devons à l'origine à notre père, à tous, qui est Freud, quand même, que je vous présente pas, mais un jour peut-être je vous montrerai un extrait vidéo, vous le verrez pour de vrai sur la vidéo. Et c'est quand même grâce à lui que nous connaissons ce monde des systèmes de défense. Quand je dis grâce à lui, c'est un petit peu faux parce que évidemment il n'a rien inventé. Bonjour Patricia. Il nous l'a simplement apporté avec ses mots à lui, avec sa compréhension à lui, à travers son expérience aussi. Mais évidemment, quand on fait le pont avec l'enseignement d'Idriss Lahore, on s'aperçoit que depuis bien plus longtemps et depuis des milliers d'années, cette notion de système de défense, même appelée complètement autrement, existe et n'est une nouveauté finalement pour personne. Donc moi, je vais rester dans la lignée quand même de Freud, puisque c'est aussi ma formation de départ, et puis faire des ponts, et vous allez les faire naturellement aussi avec l'enseignement d'Idriss Lahore. Et c'est ça qui va être important. Alors, est-ce que certains d'entre vous savent qu'est-ce que c'est qu'un système de défense? Pour vous, ça vous inspire quoi, ce mot-là ou cette expression? Certains ont déjà vu ça un peu avec moi hein, dans la formation, mais on va le revoir beaucoup plus en profondeur. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous, ceux qui ne savent pas? Qu'est-ce que vous savez? Oui, Catherine? Ce qui me vient spontanément, c'est comment garder la face, garder la face, comment on dit? La tête haute? Oui, garder la face. Oui. Garder la face, c'est chinois ça. Garder la face, oui, tout à fait. Oui, en tout cas, ça peut évoquer ça, avec un bémol qu'on verra après. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Un système de défense. De quoi se défend-on d'ailleurs? Pourquoi a-t-on besoin de se défendre? Et Dieu sait si ça nous prend du temps, puisque tout comme les jeux psychologiques qui occupent 80% de notre journée, quand même, on l'a vu, maintenant vous le savez, et les systèmes de défense, ça nous occupe largement autant de temps. Hein. Donc, on se défend de quoi? Donc, toi, tu as dit, Catherine, d'une image de soi, effectivement. Simplement, quand tu dis ça, Catherine, ça veut dire que c'est conscient, en tout cas c'est en partie conscient. Suffirait qu'on se pose un peu et qu'on se regarde dans l'instant et nous pourrions facilement voir qu'il y a un malaise à l'intérieur et qu'en fait l'orgueil par exemple est présent. Et nous avons, nous, plus ou moins l'habitude de cet état d'observateur qui fait qu'on peut mettre le doigt à des moments sur ces aspects-là en nous. On voit bien que nous mentons ou que nous déformons un peu la réalité ou que on la présente simplement sous un angle qui nous arrange parce que ou on a peur de la réaction de l'autre ou alors on veut donner à l'autre une bonne image de soi. Donc effectivement, on peut dire que à ce moment-là, on va mettre en place un système de défense. C'est en même temps pas la définition réelle que Freud avait donnée au système de défense. En fait, pour expliquer le système de défense, on est obligé de parler des 3 instances de la nature humaine. Et on peut faire le pont avec les petits moi, les 987 petits moi. On pourrait dire qu'il y aurait 3 chefs de bande, en fait, qui regrouperaient un ensemble de petits moi. On pourrait le dire comme ça, si on veut faire le pont entre les deux. Et donc, en fait, c'est quoi ces 3 instances? C'est comme ça que Freud les appelle. Bien, la toute première instance, celle avec laquelle on vient au monde, c'est ce qu'on appelle, vous vous souvenez, ceux qui en a vu, le ça. Le ça, qu'est-ce que c'est en nous? Et ça, tout le monde possède le ça en soi. C'est la somme de nos pulsions, qu'on pourrait appeler des désirs, certainement pas des aspirations. C'est ce qui est animal en nous. C'est la pulsion qui monte et qui a envie d'attraper quelque chose, qui a envie de ça.
C'est-à-dire, quand ça en moi, ça s'exprime, c'est impératif. Et ça se fout complètement de l'espace et du temps. Ça se fout complètement du bien et du mal. Et ça se fout complètement de l'image des autres, et de l'image que les autres ont sur nous. Mais vraiment, hein. Donc, le ça, lui, il a qu'une seule chose qui l'habite, c'est la pulsion qui veut se manifester et qui veut trouver satisfaction. Et ces pulsions du ça, elles existent dans tous les domaines de notre vie. Elles existent au niveau alimentaire, elles existent au niveau de tout ce qui nous pousse à vouloir, à avoir envie, à nous faire baver de jalousie parce qu'on veut posséder quelque chose. Ça nous pousse à être un peu comme un petit enfant qui a envie de tout et qui n'a pas de limite en fait dans ses envies. Donc en nous, il existe cette pulsion et elle existe chez tout le monde. Elle n'est pas plus forte ou moins forte chez les uns ou les autres, elle est simplement plus ou moins bien gérée. On va voir comment. Donc ça, c'est première instance, le ça. Ensuite, il y a une deuxième instance qui vient, puisque là, on est aussi dans la loi de la triade. La loi de la triade, elle existe partout. C'est le surmoi. Et le surmoi, c'est la partie en nous qui est dans lequel se trouvent tous nos interdits. En fait, dans la réalité, tous les interdits que nous avons introjectés, que nous avons entendus de nos parents. Les il faut, tu dois, c'est bien, c'est mal. T'as le droit, t'as pas le droit. Et ces messages que nous avons reçus ensuite de nos parents, nous les avons introduits en nous. Ce qui fait que quand il y a une pulsion du ça, il y a cette autre instance qu'on appelle le surmoi qui vient interdire au ça de se manifester. Donc, j'ai envie de me jeter sur le gâteau à la crème ou de finir la bouteille de whisky. Ça, c'est le ça. Il a envie de finir la bouteille de whisky et il y a le surmoi qui dit « Oh, Coco, ça, c'est pas bon pour ta santé, donc niette ». Et quand le surmoi est bien fort, eh bien, le ça, il obéit. Mais qu'est-ce qui devient la pulsion? C'est la grande question. Est-ce que la pulsion a disparu? Qu'est-ce qu'elle est devenue, la pulsion? Non, évidemment qu'elle n'a pas disparu. C'est tout le problème. Et donc là, on a ces deux premières instances, le ça et le surmoi. Donc les deux, ils s'arrangent. Mais en fait, comment ils font pour s'arranger? Eh bien, grâce à la troisième instance. Ils arrivent à s'arranger. Et c'est l'instance qui va permettre de gérer les conflits qu'il y a entre le ça et le surmoi, c'est le moi. C'est la troisième instance. Et le moi, c'est cette partie en nous médiatrice, on pourrait dire, un peu plus consciente aussi, qui essaye de trouver un compromis entre le ça et le surmoi, comme vous faites avec vos enfants lorsqu'ils ont envie de quelque chose, ou vous êtes avec des gosses qui ont envie de quelque chose. Maman, je veux ça, maman, je veux ça. Et alors, vous lui donnez, bah écoute, je t'en donne un peu maintenant, et puis je t'en donnerai d'autres plus tard. Et tu en auras un à 5 heures, par exemple. Je fais ça avec mes chiens aussi, hein, quand ils ont envie de dévorer la gamelle. Je divise la gamelle en deux et je leur dis, ils n'ont rien compris, mais ils savent qu'ils l'auront plus tard et ils me voient ranger la boîte dans le frigo. Et donc, le moi, il fait ça. Le moi, il prend en compte les deux. Il regarde la situation extérieure, le contexte dans lequel ça se situe. Si vous avez envie d'une robe dans un magasin et tout d'un coup, vous avez envie de l'attraper pour l'embarquer en douce, votre surmoi vous dit « Oh là là, mais t'es cinglé, on vole pas ». Et le moi, il dit « Bon, écoute, d'accord, on va aller l'acheter, mais on va la payer, quoi ». Ou alors on va la payer en 3 fois. On va attendre la fin du mois quand la paye va rentrer et puis on pourra peut-être l'acheter. Ou on va attendre qu'elle soit en solde. Le mois, il essaie d'être raisonnable. Il s'adapte quoi à la situation. La même robe dans votre placard, si tout d'un coup le ça a envie absolument de la mettre, même si c'est le plein hiver qu'il y a de la neige et que c'est une robe décolletée froutante jusqu'à ras des fesses, hein, il peut s'autoriser à la prendre, la petite robe. Mais dans le magasin, il peut pas s'autoriser parce qu'on ne prend pas des robes dans des magasins sans les payer.
Vous comprenez l'idée? Et donc, les petits moi, en fait, on pourrait les regrouper sous ces chefs de bande-là. Et ils sont présents en nous. Et c'est ça les trois instances. Alors, qu'est-ce que c'est les systèmes de défense au milieu de tout ça? Ben, c'est justement ce que ce pauvre moi, qui est fatigué parfois, je peux vous le dire, hein, vous le savez sûrement, vous allez le découvrir rapidement, ce pauvre moi essaye de se débrouiller avec ces deux autres instances et il va pour ça utiliser des systèmes de défense. C'est-à-dire, il va utiliser des moyens qui vont permettre de gérer ce qui est normalement totalement ingérable. Parce que ces instances sont extrêmement puissantes et nous bouffent une énergie considérable tout le temps et qu'elles nous entraînent d'un côté de l'autre, elles nous manipulent, elles sont à la source de nos culpabilités, de nos problèmes de santé, de nos problèmes physiques et psychologiques tout le temps en permanence. Alors, on doit vraiment à Freud d'avoir mis ça en évidence, de l'avoir bien expliqué avec beaucoup de détails. Bon, c'est plus complexe, mais je voulais un peu simplifier pour que vous compreniez ça. Et vous pouvez déjà l'observer dans votre vie. Comment ça fonctionne en vous? La pulsion qui monte et puis tout d'un coup le surmoi qui vient vous raconter non, t'as pas le droit, nana. Et puis il y a l'autre partie qui dit bon, allez, on va trouver un compromis. C'est ce fameux dialogue intérieur incessant qui se tient dans notre tête. Vous l'avez pu remarquer quand même, ça n'arrête pas. Hein. Est-ce que je fais oui mais machin et les oui mais, alors tous les jeux qui vont avec lorsqu'on joue avec les autres aussi, mais on n'a même pas besoin des autres, ça se fait très bien entre nous et nous et ces instances discutent en permanence à l'intérieur de nous. Et le moi, il se débrouille pour que ça soit gérable pour nous et que ça soit pas trop souffrant. Les systèmes de défense, on va les voir là parce qu'on a quelques mois pour les voir ensemble. Ils sont très différents suivant qui nous sommes. France fera cette année des soirées énéagramme et système de défense pour un peu faire le pont avec ce que je fais moi. Ces soirées gratuites là qu'elle fait. Et peut-être vous pourrez les retrouver aussi dans les types de l'énéagramme. Mais ces systèmes de défense, ils sont dépendants un peu de qui nous sommes. À la fois en tant que personnalité et fausse personnalité, évidemment, puisqu'on les a mis en place tout au long de notre conditionnement et de nos expériences, hein, et puis en fonction aussi de notre âge et en fonction de notre niveau, du nombre de troubles du comportement qu'on a ou même de pathologies qu'on aurait. Suivant qu'on est juste un peu névrosé, ça on l'a vu dans d'autres cours, ou suivant qu'on est très névrosé, ou suivant qu'on est carrément psychotique. Et donc, les systèmes de défense sont les mêmes. Donc, sont pas les mêmes, justement. Donc, il y a des systèmes de défense de monsieur tout le monde, voilà, de n'importe qui sont utilisés en permanence. Et puis, il y a des systèmes de défense qui appartiennent à des gens qui ont vraiment des maladies mentales lourdes. Et c'est d'ailleurs un des moyens qu'utilisent les psychiatres pour connaître l'état réel psychologique d'une personne et son niveau de gravité, le niveau de gravité de son problème. Ça dépend du type de système de défense qui est utilisé. Alors maintenant, est-ce que le système de défense, c'est négatif, d'après vous? Est-ce que c'est négatif d'avoir des systèmes de défense qui nous permettent de nous dépatouiller entre le ça qui est débordant, le surmoi qui des fois est oppressant? Est-ce que c'est négatif? Anne a dit non. Christine a dit je pense que non, parce que ce serait trop perturbant. Voilà. Marie a dit non. Voilà, non, il y en a plein qui disent non. Comme vous avez raison, effectivement, ça n'est pas négatif en soi. Je dirais même que heureusement que nous en avons parce que notre vie, elle serait infernale, insupportable. Les systèmes de défense sont faits pour nous rendre la vie plus agréable. Elles nous permettent aussi de ne pas être en contact en permanence avec des souvenirs extrêmement douloureux qu'il vaut mieux avoir mis dans un coin de son inconscient plutôt que de les voir remonter toutes les 30 secondes. Hein.
Donc le système de défense en lui-même n'est pas du tout négatif. Il est même très intéressant et tout à fait à sa place dans ce sens-là. C'est pas le système de défense en lui-même qui est négatif, c'est la façon dont il s'exprime. Est-ce qu'il est trop présent dans notre vie? Est-ce qu'il est envahissant dans notre vie? Qu'est-ce qu'il y a? Justement, je voulais voir. J'ai dû noter ça quelque part. Est-ce qu'il est envahissant dans notre vie? Est-ce que c'est toujours le même qui est utilisé de manière très forte, systématique dans les situations un petit peu difficiles de ma vie? Et c'est ça qui fait que le système de défense est un problème. Est-ce qu'il est inadapté à la situation? Puisque c'est le moi qui l'utilise pour s'adapter à une situation difficile, est-ce qu'il est adapté à la situation? Par exemple, si je me sens pas bien avec une personne et que mon ça a envie de l'étrangler, ça peut exister, hein, j'ai envie de le trucider d'ailleurs, bon, c'est même des choses qu'on dit parfois, et le surmoi tout de suite il dit non, et le moi, voilà, il se débrouille avec ça, mais quelquefois il se débrouille pas du tout, et effectivement dans certains milieux ou dans certaines pathologies, le type, vous l'énervez, il vous rentre dedans, il vous met un coup de pistolet ou il vous donne un coup de boule, hein. Là le ça il a gagné, le système de défense il a pas du tout fonctionné. Ou alors c'est un autre système de défense qui s'est mis en place, par exemple, où la personne elle a décidé d'être cool, enfin de pas trop s'énerver, et puis brusquement c'est de la violence qui sort. Eh bien ça a l'air d'autre chose, mais c'est bien un système de défense qui s'est manifesté, et le moi là il a été complètement dépassé par les événements. Donc le système de défense en lui-même il n'est pas négatif. Ce qui est un problème, c'est son intensité, sa répétition, la force à laquelle on l'utilise, l'inadaptation de ce système de défense dans notre vie à des moments où il n'a rien à y faire. Et quand c'est trop fréquent, que c'est inefficace et que c'est pas suffisamment varié, parce qu'on a une palette de systèmes de défense, il y en a vraiment pour tous les goûts, alors c'est qu'il y a vraiment, vraiment un problème. Vous comprenez? Donc, on ne jette pas la pierre à nos systèmes de défense. On sera heureux de les découvrir, de repérer les nôtres. De toute façon, mes chéris, c'est la condition pour évoluer. On ne peut pas évoluer sans mettre à jour les systèmes de défense qu'on utilise. Ça va conditionner un certain type de travail sur soi, mais c'est une économie qu'on ne peut pas faire. On pourrait, en faisant le pont avec l'enseignement d'Idriss Lahore, appeler ça aussi un tampon. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont étudié, les tampons, ce sont ces mécanismes auto-tranquillisants que nous mettons en place pour éviter de souffrir ou pour arriver à vivre avec nos incohérences. Donc, on pourrait les appeler les tampons. Et en même temps, les tampons, c'est un petit peu encore un autre monde, mais ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup à ça. Une particularité du système de défense, c'est que toujours, il nous donne une indication. Dès que, par exemple, je vais vous faire un exercice par 2 ou 3, mais je pense qu'on n'aura pas le temps, pour vous demander, est-ce que ça vous arrive, vous pouvez y penser là maintenant tout de suite, d'avoir un but et de ne pas arriver à le réaliser ou de ne pas arriver à vous y mettre? Par exemple, ça peut être de tapisser votre chambrette avec sa vieille tapisserie depuis la nuit des temps, et puis vous n'y arrivez pas. Ou alors, vous avez décidé de maigrir, mais vous ne pouvez pas vous mettre au régime, ou le contraire d'ailleurs. Vous décidez d'être tolérant avec les autres, mais vous n'arrêtez pas de les critiquer. Ou alors, vous avez décidé d'être gentil et doux, et puis vous n'avez jamais été aussi agressif de votre vie, en parole déjà. Voilà, des choses comme ça. Vous voulez être doux, mais vous n'arrivez pas à l'être. Vous voulez travailler, vous êtes de plus en plus paresseux. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir comme ça de vouloir prendre des décisions intérieures et de ne pas arriver à les réaliser? J'imagine que oui. J'imagine que oui, parce qu'autrement on serait tous éveillés. Hein. Je crois qu'on a un peu quand même les mêmes objectifs, les mêmes aspirations élevées. Donc ça ne marche pas aussi facilement. Donc c'est qu'il y a des systèmes de défense qui se sont mis en place. On va se trouver des excuses tout de suite, c'est que le système de défense, il est inconscient.
on n'est pas du tout conscient de nos systèmes de défense. Parce que notre attitude nous paraît naturelle. Et qu'est-ce qui fait que notre attitude est naturelle? Alors là, on a un truc super, nous, qui nous permet ça et que nous a enseigné Idriss Lor. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on vit très bien avec ça? Le moi, il a trouvé son truc. Hein. C'est la justification. La justification, ça nous permet de vivre de manière totalement incohérente avec des systèmes de défense qui ont envahi tout notre être et en étant cool, quoi, finalement. Donc, avec des tampons qui fonctionnent bien. Donc, il y a la justification qui nous permet de, comme disait Catherine tout à l'heure, de garder une bonne image de nous. Et puis, il y a même la justification intérieure, la pire, dont Idriss Lor disait que c'était un meurtre pour les sens. Ça m'avait beaucoup frappé quand il avait dit ça. Que se justifier intérieurement, c'était un meurtre pour notre essence. Parce que là, il n'y a personne pour nous voir, on pourrait se l'avouer à soi-même, mais même là, on arrive encore à se justifier. Eh bien, tout ça, ce sont des systèmes de défense qui portent un nom qu'on verra après, mais ça s'appelle comme ça. Oui, Catherine, tu veux demander quelque chose? Oui? Oui, quand tu parlais, là, tu as dit nos systèmes de défense nous donnent toujours une indication et tu as donné l'exemple du but qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre, etc. Oui. Et ce qui me venait, c'est qu'à ce moment-là, peut-être, enfin, ce que j'ai pensé, c'est que nos systèmes de défense nous indiquent que le but que nous nous sommes donné n'est pas authentique aussi, peut-être. Oh, alors, c'est possible. Ta question est intéressante parce qu'elle me pousse à dire la suite. La suite, c'est que, évidemment, on va retrouver les éléments systémiques derrière tout ça, bien sûr, qui sont toujours partout. Si j'ai un système de défense et que je n'en ai pas conscience, c'est qu'il y a quelque chose qui est exclu, quelque chose qui est caché, dont je n'ai évidemment, dont j'ai pas la moindre idée. Ce quelque chose qui est caché, ça peut être une situation ancienne que j'ai réussi à refouler dans mon inconscient et que je vais éviter, grâce à mes systèmes de défense, de faire ressurgir à ma mémoire. Ça peut être quelque chose en moi que je ne vois pas, une envie, mais aussi un aspect de moi que je ne veux pas voir, ou un désir que le surmoi n'accepte pas, par exemple, et qui nécessite d'installer un système de défense. Donc, il y a toujours quelque chose qui est caché derrière, obligatoirement. Ça ne peut pas être autrement. Et le travail justement sur soi, et le travail, que ce soit pour un développement personnel ou pour un développement spirituel, ça va être pas forcément de chercher ce qui est caché derrière. Parce que c'est pas vraiment ça qui nous préoccupe le plus. Ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à être de plus en plus vrai avec soi. Parfois, il est nécessaire de faire remonter ce qui est caché derrière. Et si c'est un événement du passé, un traumatisme, par exemple, si vous avez vécu un inceste quand vous aviez 2 ans, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a été violé, il avait 1 an. Mais il s'en rappelle pas, hein, bien évidemment. Son corps s'en rappelle. Chaque fois que quelqu'un le touche, il s'en rappelle. C'est inscrit complètement en lui, mais c'est complètement impossible de comprendre ce qui se passe lorsqu'il est en face d'une personne et qu'il a cette réaction de rejet, de refermement. Donc, c'est pas utile que cette personne s'en rappelle. Et si elle veut s'en rappeler, il faut faire une psychanalyse de 15 ans, mais nous, on fait pas ça. Par contre, on comprend que cette peur irrationnelle que la personne est là, qu'elle n'arrive pas à expliquer et qui lui rend la vie impossible, elle est un système de défense et que heureusement qu'il l'a. Heureusement qu'il l'a. Donc le but, c'est pas de faire remonter le souvenir, le but, c'est d'accepter qu'il y a quelque chose qui est caché derrière, de l'accepter, quoi que ce soit, et puis de passer à autre chose et de trouver la force pour faire autrement. Nous, c'est le chemin qu'on prend et le chemin que Idriss Lor nous a proposé. Mais il faut comprendre ça.
que le système de défense, c'est quelque chose de très précieux qu'on a mis en place à un moment, que notre moi a mis en place à un moment, et qui nous permet de vivre avec parfois des choses qui sont extrêmement difficiles et qui sont enfouies en nous. Oui, Catherine? Mais on pourrait, alors à ce moment-là, on pourrait se dire, chaque fois qu'il y a quelque chose qui bloque un peu, c'est qu'il y a quelque chose de caché que je vois pas, que j'ai exclu. Oui. Intellectuellement, je le sais, je passe à autre chose. Ça fonctionne pas comme ça non plus. Non, ça se passe pas comme ça. Tout dépend du système de défense. C'est pour ça que c'est intéressant de les étudier les uns après les autres. Pour voir à quoi ils ressemblent, comment ils se manifestent dans la vie, quelles attitudes on a quand ce système de défense est présent dans des situations de la vie familiale, en tant que professionnel ou dans la relation d'aide. Comment ça se manifeste? À travers des exemples, vous allez pouvoir retrouver les vôtres. À ce moment-là, tout simplement, parfois, la seule prise de conscience va simplement suffire pour décider de changer, de faire autrement. Voilà, ce qui était caché ne l'est plus, donc c'est bon. Et quelqu'un qui est pas trop névrosé, il peut relativement facilement accepter de voir ces systèmes de défense et même faire avec et s'en servir quand il en a besoin. C'est comme les petits mois, hein, de monter sur le dos du diable. Hein. Mais si c'est vraiment quelque chose de très lourd ou que vous avez un trouble très important, la personnalité à un endroit, par exemple, je pense à un TOC, par exemple, ça va pas venir comme ça. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Les médecins, il y a longtemps qu'ils l'auraient découvert. Hein. Donc tout va dépendre de toi, de ton niveau d'être, de tes perturbations personnelles, de plein de choses. C'est très personnel, tu vois. Voilà. Certaines fois c'est facile et puis quelquefois c'est plus difficile. Il y en a qui se sont rendus compte, par exemple, chaque fois qu'ils ont peur, ils se mettent en colère. C'est relativement facile à voir. Il y en a qui mettent du temps à faire le pont. Moi, peur, tu rigoles. On le voit quand on travaille sur l'énéagramme. Quand on travaille sur l'énéagramme et qu'on parle du 8 et de son agressivité, il y a des énéatypes 6 qui disent « moi je suis 8 ». Et je suis 8, pourquoi tu dis que tu es 8 ? Ben parce que moi je suis très colérique, j'ai peur de rien. Et tout. En fait, bien sûr que non. Ce qui est refoulé, c'est la peur. La personne, elle n'a pas du tout conscience qu'elle a peur. Quand elle acceptera qu'elle a peur et qu'elle sera capable de le voir, à ce moment-là, son système de défense, il va diminuer. Donc, tout dépend du travail qu'on fait sur soi. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est un chemin qui est identique pour tout le monde. Alors, quand on a fait la systémie, Idriss Lord nous a parlé à un moment donné de comment c'est né justement cette situation de défense qu'il a appelée autrement. Donc, il nous a expliqué, on avait revu ça un petit peu ensemble avec certains. Il nous a expliqué que quand on a un traumatisme ou une situation qui nous fait peur ou nous angoisse ou nous procure des perturbations, voilà, ou quelquefois nous terrifient, et ce, depuis la toute petite enfance, il y a des tas de situations qui nous terrifient. À la fois, notre maman, elle nous a oubliés dans un magasin où on s'est perdu, et à la fois où on a eu peur d'un chien qui a failli nous mordre, et on a des centaines de situations qui ont provoqué en nous des peurs comme ça, hein. Et en principe, on les gère, les situations qui arrivent. On est conçu pour. On a une petite montée d'adrénaline et puis après, ça va. Hein. Souvent, on les refoule, on les oublie d'ailleurs, hein, ou pas. Mais quelquefois, il y a certaines situations qu'on n'arrive pas à gérer bien. Peu importe pourquoi. Ça dépend de notre énéatype, ça dépend de la situation, peut-être de nos intrications aussi, qui font que ça fait revivre quelque chose de l'histoire de quelqu'un d'autre et qui en est intriqué, peu importe. Et cette situation, elle est invivable. C'est-à-dire que la réaction qu'on a devant cette situation, elle est source d'une angoisse, d'une terreur ou d'une peur qui est liée à la survie, même si, vu de l'extérieur, elle paraîtrait pas du tout comme ça, mais au moment où on la vit, elle est refoulée complètement dans l'inconscient.
Et là se mettent en place les systèmes de défense. Et donc Idriss Aor nous dit qu'il y a une explosion à ce moment-là, il y a un éclatement de la personnalité qui se fragmente en milliers de parties. Et les systèmes de défense, en fait, ils vont s'orienter dans deux directions, avec des niveaux d'intensité très différents. Ou ils vont s'orienter pour gérer ou pour ne plus être en contact avec cette terreur dans la direction super-agitation. Bouger, travailler, s'agiter, tout le temps en mouvement, étudier, faire du sport, la sexualité, tout ce qui fait qu'on ne sera pas en contact avec ça. Parce que, et on le voit pour ceux qui s'entraînent à la méditation, par exemple, quelqu'un comme ça qui s'arrête et qui se met en méditation, c'est impossible. Tout de suite, il se gratte, il se peint, parce que il y a le risque de ce contenu qui est là, qui est refoulé et qui risque de se manifester pendant la méditation dans le silence. Et donc, c'est beaucoup plus facile de s'agiter sans arrêt parce que ça permet à ce contenu-là de rester planqué quelque part derrière en soi. Et on n'en a plus du tout conscience, on ne se rappelle même plus de la situation. Parfois, ça revient parce qu'on en parle à une réunion de famille, à un frère, une sœur, on dit, tu te rappelles, toi, le jour où tu as le gros chien du voisin qui s'est approché de toi et qui a failli te mordre, hein, et vous en souvenez plus du tout. Et tout d'un coup, il y a le souvenir qui remonte et la panique en même temps. Donc, c'est une façon, en tout cas, de gérer cette erreur qu'on a eue et qu'on n'a pas su sur le moment gérer, c'est l'hyperagitation. J'appelle ça comme ça, vous mettez tout dedans. Et puis, d'autres manières qui va être plus intériorisée. C'est-à-dire qu'au contraire, ça va me bloquer sur place et ça va se transformer en maladie. Vous savez, le mal a dit, comme dirait notre ami Salomé, en maladie, en problème psychologique, voire psychiatrique parfois. Hein, et ça se retourne contre moi. Et je suis quelqu'un de torturé, de compliqué, qui se demande qui il est, comment je suis, pourquoi je suis, et comment tu es, pourquoi tu es, et qui se pose des questions à l'infini, à se torturer les ménages, sans jamais arriver à trouver les réponses. Ou alors qui développe des tas de troubles mentaux ou des troubles physiques à l'infini, qui sont une manière, parce que ça nous occupe, parce que ça nous prend notre énergie, de ne pas être en contact avec ce qui est à l'origine de tout ça. C'est pour ça qu'on ne peut en aucun cas, lorsqu'on a affaire par exemple à quelqu'un qui est alcoolique, donc qui a un système de défense, l'alcoolisme est un système de défense, ou quelqu'un qui est obèse, ou quelqu'un qui est boulimique, ou quelqu'un qui est drogué, ou quelqu'un qui a n'importe quelle compulsion, on ne peut pas simplement lui dire on va te faire remonter le souvenir de départ et tu vas t'arrêter tout de suite. Ça ne marche pas comme ça. Si la personne elle a installé son système de défense et que c'était la seule chose à l'époque qu'elle a trouvé pour être en protection de ce qui a été terrifiant pour elle. Et donc enlever un système de défense à quelqu'un, ça a un risque qui est la peur de tous les thérapeutes, c'est ce qu'on appelle la décompensation. Le risque, c'est la décompensation. C'est-à-dire la personne, elle arrête d'utiliser ce système de défense qui est une maladie, un problème, un TOC, ou alors une façon de fonctionner dans sa personnalité qu'elle n'arrive pas à gérer. Et voilà. Et puis, tout d'un coup, ça se révèle et la personne, elle décompense dans autre chose, passage à l'acte, le plus grave étant le suicide, évidemment. Et très souvent, moi qui ai travaillé dans des centres pour les drogués, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, Annecy, peu importe. Eh bien, souvent, quand ils arrêtaient de se droguer, ils se mettaient à boire. C'est-à-dire que simplement, les dépendants se déplaçaient d'un état à un autre, d'une chose à une autre. Et c'est comme ça pour nous tous. Lorsque un système de défense saute, si je gère pas en même temps ce qui était exclu en moi et que j'ai pas su gérer à l'époque, et que mon moi a géré comme il pouvait, eh bien, le risque, c'est toujours une décompensation.
Et on le voit, bon, moi je le sais, je peux vous parler vraiment de moi en tant que poids, au niveau du poids, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié. On peut, en mangeant plus rien ou presque plus rien, perdre 30 ou 40 kilos. Mais on sait, tous les médecins qui font de la naturopathie ou qui s'occupent des problèmes de poids, ils savent que au bout de quelques temps, la personne, elle ne peut pas se supporter, elle est en danger vraiment psychologique d'avoir perdu 30 ou 40 kilos. Pour elle, c'est grave, ça va se manifester sous la forme d'une maladie ou sous la forme d'une dépression, mais c'est pas possible parce que c'est ce qu'elle a trouvé comment dire, de plus réaliste pour elle ou de possible pour elle pour gérer quelque chose du passé, de son histoire. C'est pour ça que parfois il vaut mieux accepter quelque chose qui est difficile à accepter dans sa vie, jusqu'à un certain point quand même, plutôt que de vouloir en sortir sans avoir trouvé une solution de repli ou une autre solution. Et Idriss Lord le disait souvent, par rapport à nos compulsions diverses, il disait, avec le chemin, à un moment donné, ça peut changer. Et quelquefois, ça ne changera pas. Ça restera toujours comme ça. Ça n'empêchera pas de faire le chemin. Donc, vous voyez, il faut être très, très prudent avec toutes ces choses-là et très respectueux avec les systèmes de défense que les personnes mettent en place. Donc, quand je parle de l'agitation, je parle aussi de la logorrhée. Donc, parmi les énéatypes, il y en a quelques-uns qui ont la logorrhée, qui parlent beaucoup, qui n'arrivent pas à s'arrêter. C'est un système de défense. Qu'est-ce qui fait qu'une personne te gonfle parce qu'elle n'arrête pas de parler, quoi. Et qu'est-ce qui se passe si tu l'arrêtes de parler? Pour ceux qui feront, peut-être Catherine fera l'écoute avec moi, tu verras. C'est terrible pour une personne qui parle beaucoup de plus pouvoir parler. Ça peut durer un peu, et si ça dure trop, à un moment donné, elle pète un câble. C'est parce qu'on peut pas contenir, c'est comme une cocotte minute, on peut pas contenir éternellement quelque chose comme ça. Alors notre moi, vous voyez, il est quand même sympa, hein, il se débrouille et le pauvre, il a bien du mérite à se débrouiller entre le ça et ses pulsions, le surmoi et ses interdits, et puis la réalité qui accepte ou qui n'accepte pas les situations. Voilà. Comprenez ? C'est pour ça qu'en constellation, quand quelqu'un a un système de défense, en fait, dans la réalité, quand quelqu'un a un problème récurrent, on regarde s'il y a une intrication, évidemment, avec un membre de sa système de sa famille, mais on cherche toujours ce qui est caché. Voilà, d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qui est caché. Et quelquefois, il faut un peu du temps pour arriver à trouver. De la même façon, on va trouver ce qui est caché derrière ce qui est négatif. Derrière ce qu'on croit être négatif, il y a aussi quelque chose de beau et de bien qui est caché. Donc ce qui est caché, ça existe à tous les endroits. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est clair pour ce que je vous raconte là? Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi Patrice. La logorrhée, tu la mettrais plutôt dans l'hyperagitation ou dans oui, c'est dans la hyperagitation parce que la logorrhée, ça appartient au centre physique et donc c'est l'agitation physique. D'accord. Ouais. Et dans les formations que je fais sur l'écoute, c'est très frappant, les personnes qui n'arrivent pas du tout et qui pour autant ont des... Tu vois, ça c'est un système de défense, avoir une aspiration à aider et être incapable d'écouter. Qu'est-ce qui me fait tellement peur dans le fait de me taire et d'être complètement à l'écoute de quelqu'un? Il y a quelque chose derrière qui est caché forcément. Mais la personne, elle a trouvé, elle a dans sa personnalité, elle développe de la logorrhée, ce qui lui permet de gérer une situation de départ probablement très ancienne qui lui a causé des difficultés, de la souffrance. Tu comprends que quand tu comprends ça ou que tu as étudié une grande partie des systèmes de défense, il en existe quand même beaucoup, il y en a plein qui sont découverts au fur et à mesure, ça te permet d'être beaucoup plus ouvert et en compassion avec les autres. Tu vois, tu te dis, bon, oui,
il fait comme il peut, quoi, ou elle fait comme elle peut. T'es pas obligé, toi, de tout accepter, parce que si tu acceptes tout, tu utilises ton système de défense à toi, pourquoi tu acceptes tout? Qu'est-ce que tu refoules, encore une fois? Quel est le danger de parler? Et tu connais ça, on connaît tout ça. Le nombre de fois où il serait bon que je parle. Combien de fois Idriss nous a dit, si quelque chose ne va pas, allez voir l'autre et dites-le lui. C'est simple quand même. Et pourquoi on ne le fait pas? La complication d'aller faire un truc comme ça. La préparation que je dois avoir pour dire les mots et comment je vais le dire, à quel moment je vais le dire, est-ce que là, des fois, j'en dors pas la nuit avant, et qu'est-ce que c'est que ce truc? Vu de l'extérieur, ça paraît idiot, mais quand on le vit, c'est torturant, quoi. C'est un vrai courage. Mais c'est un système de défense. Et qu'il faut faire lever. Et je suis content quand je l'ai fait. Et peut-être que quand je l'ai fait, j'aurais avancé d'un grand pas, mais c'est compliqué. Voilà, c'est comme ça pour tout. Donc nous pouvons avoir vraiment de la compassion pour nous tous déjà, et pour nos moi, les pauvres conciliateurs. Vous avez la triade, dans la triade, c'est le troisième, celui-là, qui essaye de se débrouiller. Alors, les pathologies, elles viennent d'où? Eh bien, elles viennent du fait que les instances, elles fonctionnent de façon complètement anarchique. Ou c'est le moi qui est débordant et le surmoi quasi inexistant. Ça, c'est pour les gosses qui n'ont pas eu d'autorité, qui n'ont pas eu de père, pas eu de repère, ou des repères complètement incohérents, donc des limites totalement incohérentes. Alors là, ils ont ça débordant, bah, ça donne ce qu'on voit dans les rues en ce moment. Hein. Je te casse tout, je brûle, voilà, c'est le ça là, il est l'explosion des ça. Hein, et quand ils se mettent ensemble, ça fait beaucoup de dégâts les ça. Hein. Alors on a les surmoi déguisés en flics hein, qui sont là et qui heureusement sont là d'ailleurs, qui essayent d'empêcher les ça de trop déborder. Et puis on a les moi qui essayent d'être raisonnables. Il y a toujours des gens, vous avez plein de petits moi. Vous n'avez pas vu quand on interviewe les gens à la télé. Je comprends, je suis pas d'accord quand même avec le fait de faire ça, mais je peux quand même comprendre que en ce moment c'est pas possible parce que c'est trop dur ce qu'on vit. Donc voilà, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. C'est le conciliateur. Vous les avez même de visu, de tatu en les regardant à la télévision au moment des informations. Hein. Donc parfois c'est ça, c'est le ça qui est débordant. Des fois il y a des gens, ils ont un surmoi, mais alors c'est une horreur. Il y a que le surmoi, il a tout le temps. Il faut, tu dois, t'as le droit, t'as pas le droit. Ils sont complètement psychorigides. Ça va donner des énéatypes particuliers évidemment en même temps. Hein. Et puis il y a des gens qui ont des moi qui sont un petit peu trop conciliants. Ça en donne d'autres aussi. Mais c'est surtout les surmoi et les ça qui sont des vrais problèmes. Et quand quelqu'un a un bon équilibre entre tout ça, il est capable de se donner du plaisir, de se lâcher quand c'est le moment. Il est capable de s'interdire de se fixer des limites et de respecter les structures. Mais il est aussi capable de concilier entre les deux. Celui-là, il va bien. Il a une petite névrose mignonne, mais digeste. Et quand il y a des excès d'un côté ou de l'autre, c'est là que, évidemment, ça déraille. Et dans tous les cas, de toute façon, tout le monde a ses systèmes de défense pour permettre à tout ça de fonctionner. Donc, nous pouvons en conclusion dire que notre machine intérieure est bien faite et que nous, je sais pas qui a inventé ça, mais finalement, c'est pas mal fait. Non? Ouais. Oui? Oui. Donc nous sommes en route pour mettre en évidence un peu ces choses qu'on a mis en place pour vivre mieux, pour moins souffrir, en croyant que ça nous fait moins souffrir, mais surtout en faisant que ça nous rend moins vrai, moins beau, moins bon et moins heureux. C'est ça surtout qui nous préoccupe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous pour cette introduction avant que donc à partir de lundi, nous les prenions les uns après les autres et qu'on les regarde de plus près. Le but étant que vous les voyez en vous. Alors, je vous propose un petit cahier et puis vous les écrivez, vous allez les oublier en cours de route. On va les regarder avec amour. Quelqu'un veut dire un petit mot en bilan ?
Oui, Catherine? Moi, je suis admirative de toutes ces notions parce que je trouve que ça me donne envie de comprendre la nature humaine avec beaucoup de compassion. Et voilà, je me dis, mais tous ces jugements qu'on porte en permanence, ces condamnations qu'on porte en permanence, c'est simplement parce qu'on ne comprend pas comment est faite la nature humaine et je trouve que c'est tellement intéressant de comprendre davantage. Oui, tu sais, Idriss Orr nous disait souvent que c'était l'ignorance qui était au cœur de l'humanité et que c'était notre plus gros problème, hein, effectivement. De toute façon, c'est pas ça qui va faire qu'on va comprendre complètement l'être humain, mais on essaye de s'en approcher un peu, d'être plus vrai, d'abord pour nous-mêmes, et puis parce que normalement, ça éveille de la compassion vis-à-vis des autres. C'est ça aussi le but, et que nous tous, là, on est quand même en chemin pour éveiller les qualités de l'esprit. C'est ce que j'ai compris que vous cherchiez et que je cherche aussi. Donc, on cherche à le faire ensemble, tranquillement, à notre rythme. Voilà. Bien, mais je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis avec vos systèmes de défense, dormez bien, vivez bien et soyez heureux. À bientôt. Merci. C'est Colline. Au revoir. Au revoir. Vous avez tous pu enregistrer, hein, normalement. Non. T'as pas été, parce que tu es arrivé après. Ah oui, c'est ça, oui, d'accord. D'accord, mais voilà, si tu le veux, tu le diras, en principe, autrement tout le monde là. Hein.